Salut tout le monde, salut à toi, spectateur unique apparemment. Bienvenue, j'espère que vous passez une très bonne semaine. Je vais essayer de parler pas trop fort, j'ai un enfant qui dort juste à côté, qui fait sa sieste. Avec un peu de chance, il viendra pas nous embêter jusqu'à 16h, normalement tout va bien se passer. Aujourd'hui, on va rattaquer la suite... Salut Jeff. On va rattaquer la suite de ce qu'on avait vu la semaine dernière, c'est-à-dire le moteur à courant continu. La semaine dernière, on s'était arrêté à l'étape notre moteur ne tourne que dans un seul sens. On pouvait faire varier sa vitesse grâce à une PWM, mais il ne tournait que dans un seul sens. Aujourd'hui, on va aller un petit peu plus loin, puisqu'on va réussir à le faire tourner dans les deux sens grâce à un mécanisme qui s'appelle le pont H. Aujourd'hui, ça va être exclusivement, ou presque, on va faire 2-3 lignes de code, mais sinon on va faire que de l'électronique. On va pas faire de code. Ça va être uniquement de l'électronique. Il va falloir s'accrocher, c'est pas forcément simple. Hier soir j'ai galéré, j'ai révisé pour aujourd'hui, j'ai appris de mes erreurs. Donc normalement ça devrait être un peu plus fluide aujourd'hui, et ça devrait bien se passer. Comme toujours, j'ai un cours qui sert de cobaye, et un cours qui sert de finition pour YouTube. Donc la semaine dernière, on a parlé du moteur à courant continu. On avait parlé de ça, et je vous avais montré, hop, les petites images du moteur. Alors, je vais juste les chercher et je vous les montre. Tac. Principe de fonctionnement, voilà. Hop là, super. Je vous avais montré le moteur à courant continu et je vous avais expliqué que ce dernier fonctionnait avec deux choses. Tout d'abord, il a des aimants qui sont permanents. Il a des aimants qui sont collés sur le châssis à l'extérieur. Vous voyez tous comment c'est fait un petit moteur, c'est un châssis métallique, c'est un rond, un cercle, un cylindre métallique. Et tout autour du cylindre métallique, à l'intérieur, plaqué à l'intérieur, alors voilà, plaqué à l'intérieur, vous avez des aimants, donc avec des pôles nord, des pôles sud. Un aimant qui a deux pôles. Ensuite, vous avez au milieu une partie qui tourne avec son axe, et sur cette partie qui tourne au milieu, vous avez des bobines. Donc on les voit mieux ici comme ça. Vous avez les aimants et vous avez des bobines au milieu. Ces bobines, on les alimente via une partie qui s'appelle le collecteur, et on a vu que quand on mettait du courant dans une bobine, ça générait un champ magnétique. Le fait que ça génère un champ magnétique, ça nous permettait d'être en opposition au niveau des pôles, et donc l'électroaimant se repoussait par rapport à l'aimant, et ça mettait en fonctionnement, en rotation, le rotor. Le sens du courant alternait automatiquement dans la partie qui tourne, grâce au collecteur qui est là, mais donc au niveau de la batterie ça tourne toujours dans le même sens, et donc ça permettait de rester en rotation en alternant automatiquement le sens du champ magnétique et donc des pôles qui sont ici. Donc un coup on est nord face au nord, on va commencer à tourner, on va être sud face au sud, etc. etc. Et donc ça va permettre de mettre en rotation. Donc ça c'était pas mal. On a vu notamment, alors ça c'est la partie mécanique, hop, et on a vu que pour le faire fonctionner avec une Arduino, on avait notre moteur, on avait une source d'alimentation dédiée pour le moteur, donc par exemple une pile 9 volts, et comme Arduino n'est pas capable de transmettre du courant suffisamment sur ses broches numériques, qui est limité à quelque chose comme 20 mA, on mettait un composant entre le moteur et la masse qui nous servait à faire passer ce courant plus important. Ce composant s'appelle un transistor. Le transistor, il faut l'imaginer comme un interrupteur que vous pourriez piloter depuis l'Arduino. Donc l'Arduino pourrait ouvrir ou fermer l'interrupteur, et du coup le courant pourrait circuler dans notre moteur. Si ici c'est fermé, si ici, hop, on a un interrupteur qui est fermé, alors le courant circule. Et si ici on a un interrupteur qui est ouvert, alors le courant ne circule pas, le moteur est arrêté. Donc ça c'était sur le principe. Et si on faisait avec une PWM ici, notre moteur allait plus ou moins vite en fonction de la quantité d'état haut par rapport à l'état bas qu'on avait. Donc ça c'était pour le principe de fonctionnement de notre moteur. Maintenant on a vu que ça avait une limite, c'est que le sens de fonctionnement du moteur dépendait du sens du courant. Par exemple, si notre courant, je vais prendre sur ce schéma là, si notre courant il va comme ça, donc du plus vers le moins, il va comme ça, il descend là, il passe dans notre moteur, il continue, il passe dans le transistor, il revient et il reboucle. Donc notre courant il va comme ça. Et dans ces cas-là, notre moteur par exemple pour aller comme ça. Si vous voulez que le moteur tourne dans l'autre sens, il faudrait qu'on inverse la pile pour que le courant aille dans ce sens-là et que le moteur puisse tourner dans l'autre sens. Ça, on ne peut pas le faire
Alors, on peut le faire, mais il faudrait s'amuser à retourner la pile, ce qui n'est pas forcément super pratique. Donc pour ça, il existe un mécanisme qui s'appelle le pont H. Je l'avais juste introduit à la fin du cours dernier, et aujourd'hui on va le voir plus en détail. Le principe du pont H, c'est d'avoir 4 transistors. On a 4 transistors, et ces transistors, ils sont placés comme ça, 2 à 2. Et ça forme, vous le voyez ici, un H. Comme ceci. Pardon. Ça forme un H, avec le moteur qui est au milieu du H. C'est pour ça qu'on appelle ça un pont H. Maintenant, regardez bien. On a le courant qui va partir d'ici. Voilà, qui va partir d'ici. Et maintenant, en fonction de comment on va activer nos interrupteurs, nos transistors, notre courant va pouvoir passer dans un sens ou dans l'autre. Donc par exemple, si j'ai le transistor en haut à gauche et le transistor en bas à droite qui sont activés, alors maintenant mon courant, il va faire comme ceci. Il va partir ici. Ici, il ne pourra pas y aller parce que le transistor est ouvert, donc le courant ne peut pas circuler. Donc forcément, il va partir ici. Ensuite, quand il se retrouve là, ici, le chemin il est ouvert, donc on ne peut pas aller par là. Donc forcément, il va être contraint de passer par là. Ce qui fait que notre moteur, donc le courant, va dans ce sens-là au niveau de ma batterie, et au niveau du moteur, le courant va aller par là. Et ce qui fait que notre moteur, par exemple, va tourner par là. On va avoir, si on a une pile 9 volts par exemple, on va avoir 9 volts de ce côté-ci, 0 volts de ce côté-là, et notre moteur, par exemple, tournera dans ce sens-là. Maintenant, imaginons on fait l'inverse. On a toujours notre courant qui démarre dans le même sens, donc il part toujours dans cette direction-là. En revanche, cette fois-ci, on va fermer en haut à droite et en bas à gauche. Ici, c'est ouvert, donc le courant ne peut pas aller par là. Comme ceci, traverse le moteur, redescend, et revient ici. Pareil, il ne peut pas circuler par ici. Cette fois-ci, notre tension va être 9 volts de ce côté-ci du moteur, et 0 volts de l'autre côté. Et donc cette fois-ci, le moteur va tourner dans l'autre sens, puisque la tension à ces bornes sera dans l'autre sens. Le courant va circuler dans l'autre sens. Donc là, on a vu qu'on pouvait faire tourner, grâce à ça, en choisissant les bons transistors, on peut faire tourner notre moteur dans un sens ou dans l'autre. Maintenant, une chose importante, si je reprends le schéma qui est juste au-dessus, pour ne pas avoir les petits flèches dessinées, une chose importante, c'est que notre courant qui démarre, il va ici. Si je ferme ici, et si je ferme là, qu'est-ce qui va se passer? Mon courant, il va partir par là, il va continuer, et il va faire comme ceci. Et comme il n'y a aucune résistance à son passage, au passage du courant, dans ces cas-là, on va avoir un court-circuit. C'est-à-dire que le courant va passer sans aucune résistance, donc il va s'élever énormément. Et donc ce qui va se passer, c'est que nos transistors vont chauffer et vont tout simplement cramer. Les transistors vont être endommagés et ne vont plus pouvoir fonctionner, puisque le courant qui va passer va être beaucoup trop important. Ou alors ce sont vos fils ici qui vont cramer parce qu'il y aura trop de courant aussi qui passe. Donc en aucun cas, il faudra qu'on ferme en même temps ce transistor-là et ce transistor-là. La même chose avec celui-là et celui-là. En aucun cas, il faut qu'on ferme une branche du H dans son ensemble. Sinon, notre courant va passer et ça fera un court-circuit. Et pareil, si vous fermez celui-là, et par exemple celui-là, on pourrait se dire, ouais, mais le courant, hop, je refais. Celui-là, celui-là, et celui-là. On pourrait se dire, oui, mais le courant, il va faire comme ceci, puis il va partir là, il va traverser le moteur, etc. Mais le courant est feignant. Le courant électrique choisira toujours le chemin le plus court. Or, ici, le chemin le plus court, il est comme ça. Le chemin qui offre le moins de résistance, il est comme ça. Donc le courant partira comme ça, et on aura toujours un court-circuit. Donc toujours être vigilant à bien fermer les bons transistors pour éviter les problèmes. Il y a un dernier cas qui est possible à faire, c'est celui-ci, où on va fermer les transistors qui sont en haut. Dans ces cas-là, la pile ne va rien alimenter, mais le moteur ne pourra pas tourner non plus. Je vous rappelle que le moteur, ce qu'on avait expliqué la semaine dernière, si on essaie de le faire tourner à la main, il génère un champ magnétique, et donc il génère une tension, un courant, dans les bobines qui sont à l'intérieur. D'accord ? Donc ce courant qui sont à l'intérieur, le courant va chercher à s'enfuir. Si on ferme les deux transistors qui sont là,
Le courant ne pourra pas circuler, il partira juste dans les diodes de roue libre. Pareil, qu'on a vu la semaine dernière. Donc, allez voir sur la chaîne YouTube si vous en rappelez pas. Et donc dans ces cas-là, on va avoir une opposition forte au passage du courant, ce qui fait qu'on aura un mode de freinage sur le moteur. Le freinage, c'est-à-dire que le moteur, il faudra vraiment forcer pour réussir à le faire tourner, mais naturellement, il n'aura pas envie de tourner parce qu'on ne sera pas en mesure d'injecter du courant dans les bobines. Donc c'est un cas plus rare, mais on peut le rencontrer. Position de freinage en fermant les transistors. En haut ou en bas, ça n'a pas d'importance, ça fera le même résultat. Donc là encore, il faudra mettre des diodes de roue libre pour éviter que nos petits transistors crament au cas où le moteur tourne. Par exemple, s'il est en roue libre et qu'on arrête d'accélérer, ou si on le fait tourner à la main, ou ce genre de choses. Elles seront là pour protéger les transistors. Alors, un pont H, on vient de le voir, c'est 4 transistors. Eh bien, en fait, on pourrait très bien le faire par nous-mêmes, sur un schéma comme ceci, en mettant 4 transistors. On mettrait, vous voyez, notre H, il se retrouverait avec comme ceci. Dessiner, on aurait une branche du H qui serait là, l'autre branche du H qui serait là, et le milieu du H qui serait là, avec notre moteur. Vous voyez, c'est le moteur, il va être avec les fils jaunes. On aurait un fil qui est là et l'autre fil qui est par là. Donc notre moteur, il serait placé ici, au milieu du H. Alors au lieu que ça soit à l'horizontale, c'est à la verticale ici, mais c'est pareil. On a donc nos deux morceaux d'un côté et nos deux morceaux de l'autre. On a notre H qui est dessiné ici. Donc c'est pareil, on aurait deux transistors en haut, deux transistors en bas. Je vous rappelle que le transistor, on l'avait vu la semaine dernière, il a une broche qui sert de commande, ce qui s'appelle la grille. Donc là, on a une grille qui est là, une grille qui est là, une autre là et une autre là. Et ensuite, il a deux autres broches qui vont servir à être les deux pôles en quelque sorte de votre interrupteur. Donc on aura une broche qui va arriver là, une autre là, une ici, une là, et pareil à un côté. Ici, j'utilise un transistor MOSFET, mais de deux types différents. Des transistors de type P, des PMOS, et des transistors à canal N, des NMOS. Pourquoi je fais ça? Tout simplement parce qu'ils ont un comportement antagoniste. Avec le même fil de commande, si je mets un NMOS à 1, il va être passant, donc le transistor sera fermé. Et si je mets le même signal sur un PMOS, il va être ouvert, il va être bloquant. Ce qui fait qu'avec le même signal, j'aurai par exemple ici le transistor qui sera ouvert, et ici le transistor qui sera fermé. Comme ceci. Voilà, et qui va partir après à la masse ici, 5 volts ici. Et donc ici, on aura le même signal de commande sur l'un et sur l'autre. Et le fait que ce soit deux transistors de type opposé, ça permettra d'avoir le même signal, mais d'avoir deux comportements antagonistes sur les deux transistors. Donc sur la branche opposée, évidemment, je fais pareil avec un PMOS et un NMOS. Donc du coup, ce qui va se passer, c'est que si je mets un 1, par exemple, si je mets un 1, par exemple, sur la porte de droite, on va avoir le PMOS du haut qui va être activé et le NMOS du bas qui va être ouvert. Et comme j'ai le même montage de l'autre côté, le 5 volts ici, comme j'ai le même montage de l'autre côté, si je mets un 0 par exemple ici, le 0 fera que j'ai mon PMOS qui va être ouvert et mon NMOS qui sera fermé. Et ma masse qui est là. Hop, masse. Et là, 5 volts. Et donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? Bien tout simplement, ici, mon courant va arriver. Hop. Mon courant va arriver, il va circuler comme ceci. Ici c'est fermé, hop, on va passer dans le moteur, et on va repartir par ici. Donc tout simplement en ayant par exemple un 1 ici, et un 0 de l'autre côté, comme signal. Je rappelle que c'est le même signal qui va être appliqué ici, et qui va être appliqué ici. Et qu'on se sert du fait que ce soit des transistors à caractéristiques antagonistes. Hop. Voilà. Le fait qu'ils soient antagonistes aussi, vous voyez ici, on a l'alimentation qui va arriver sur la source, et on va partir vers le drain pour le transistor. Du drain vers le moteur. Et ici, ça va être le contraire. La source, ça va être reliée à la masse, et toujours le drain au moteur.
Donc ici, la source, elle sert à amener le 5 volts, alors que ici, elle sert à faire repartir vers la masse. D'accord? Donc le potentiel, il va aller du plus vers le moins, de la source vers le drain pour les PMOS, alors qu'ici, le potentiel, il va aller du drain vers la source. Je sais pas si je suis clair, mais vous avez peut-être saisi l'idée. Donc ensuite, qu'est-ce qui se passe? Alors comme d'habitude, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. Ensuite, point de vue code, du coup, ça va être tout simple. Alors aussi, je ne vous ai pas illustré, mais on a comme l'autre fois une pile qui apporte du 9 volts de manière indépendante ici. Et on relie, comme toujours, les masses. Donc ce fil de masse là par exemple, je n'en ai pas besoin. On relie comme toujours les masses pour avoir une référence commune entre notre pile et le 5 volts de l'Arduino. Que tout soit au même référentiel électronique. Si vous voulez éditer ce schéma et le refaire chez vous, hop, le voici. Ensuite, point de vue code, ça va être tout simple. Hop, hop, et hop. On va avoir deux broches. La broche 5, qui va piloter la partie droite du H. Partie droite du H. Ou la branche de droite si vous préférez. Et là, ça va être la branche de gauche. Je vais mettre branche, d'ailleurs ça parlera plus. Branche de gauche. Branche droite et branche gauche. Et maintenant, on a vu qu'il fallait qu'une branche ait un signal opposé à l'autre. Donc si j'ai une branche à 1, il faut que l'autre branche soit à 0. Donc par exemple, si je fais digital write de 5 à l'état haut, et digital write 10 à bas, notre moteur va tourner dans un sens. Ah, raté. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? J'ai fait quoi comme bêtise? J'ai testé il y a 2 secondes. Alors attendez, pourquoi j'ai fait ça? J'ai fait une bêtise mais je me rappelle plus pourquoi. Terrible. Là notre moteur tourne dans un sens et si je mets les deux autres à bas, la pression s'empare de moi. Il y a un truc qui m'échappe. Ça marchait tout à l'heure. Je l'ai refait juste avant pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Donc là, low et high. J'ai encore fait comme hier soir, j'ai encore fait des inversions dans mes fils. Ah, attendez. Lui, il manque un fil. Voilà, c'est pour ça. J'ai eu peur. Pourquoi il manquait un fil? J'ai dû faire rater un clic. Donc voilà, on va faire ça. Une branche à low et l'autre à high. Notre moteur tourne à 16 000 tours. En positif. Le 5 volts de l'Arduino, non, ici le 5 volts de l'Arduino ne sert absolument à rien. Je pourrais l'enlever, celui-là ça change rien. Tu vois, il est relié à rien du tout. On a uniquement besoin du 9 volts parce que c'est le 9 volts qui va servir à alimenter le moteur. Et ici, on aura un signal entre 0 et 5 volts par rapport à la masse. Et ça va suffire pour les transistors à commuter, à passer de l'état bloquant à l'état passant. Donc là, on tourne dans le sens positif. Et là, on va tourner dans le sens négatif. Vous voyez, on tourne dans l'autre sens. Donc juste avec deux fils, en les branchant sur les bons transistors, qui ont un état, encore une fois, antagoniste, un fonctionnement antagoniste, on arrive à la fois à faire tourner le moteur dans un sens, donc soit à plus 16 000 tours dans un sens, ou alors dans l'autre sens. Et donc ça, c'est plutôt pas mal. Je vais pas faire ici le cas du fonctionnement avec une PWM, parce que ça va être un petit peu délicat, parce qu'en fait, pour avoir une PWM qui marcherait, il faut être capable d'inverser le signal sur les deux côtés. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça serait pas facile à maîtriser, c'est un peu plus compliqué. Et pourquoi je vais pas le faire? Tout simplement pour pas perdre trop de temps, parce que c'est très rare qu'on s'amuse à créer des ponts en H par nous-mêmes. Vous voyez, créer un pont H, ça sous-entend s'amuser à mettre 4 transistors sur une carte électronique, rajouter les 4 diodes, ce que je n'ai pas fait ici pour gagner de la place. Vu que je ne peux pas faire tourner le moteur à la main, a priori, j'ai pas de retour de courant qui va se passer dans mes transistors. Donc je ne l'ai pas fait pour gagner de la place et pour gagner en lisibilité, alors que le schéma est déjà pas méga lisible. Donc je ne l'ai pas fait ici. Mais normalement, il aurait fallu des diodes pour protéger mes transistors.
Et donc tout ça c'est contraignant, ça prend de la place, il faut acheter chaque composant, il faut qualifier chaque composant, donc sélectionner les bons composants avec les bonnes caractéristiques, etc. etc. Donc ce qu'on fait en général, c'est qu'on ne s'embête pas à faire notre pont H nous-mêmes, mais on utilise directement un composant qui a tout intégré, qui a le pont H qui est déjà tout intégré, et auquel on a juste besoin de donner les signaux. Donc tous les transistors, les diodes, etc., tout ça, ça va être intégré dans une petite puce électronique, et nous, on n'aura plus qu'à donner le signal de je veux activer ou non ces transistors-là. Des composants, il en existe plusieurs, donc je vais vous en présenter un aujourd'hui, qui s'appelle le L293. Le L293, son boulot, c'est exactement ça. C'est d'avoir mettre à disposition des ponts H, il en possède deux ponts H. En fait, il possède 4 demi-ponts, et donc ça fait 2 ponts H en entier. Et grâce à ces 2 ponts H, on peut alimenter 2 moteurs. On peut faire fonctionner 2 moteurs. Ici, je vous ai... Alors, je vais vous l'envoyer pareil dans le chat. Si ça vous intéresse, voici la documentation technique du transistor, du pont H. C'est vrai qu'on n'en a pas vu beaucoup. Vous voyez, une documentation technique, ça se présente comme ça en général. Vous avez le nom du fabricant, le nom du produit, donc là en l'occurrence L293D, je vais vous dire juste après pourquoi le D. Un titre du nom du composant, donc 4 canaux driver, donc en gros il est capable de piloter sur 4 canaux. Nous sinon ça c'est 2 canaux puisqu'on va les mettre 2 à 2. Quelques résumés de techniques, des caractéristiques techniques, une petite description, et souvent après ça part sur un diagramme, explique un peu le fonctionnement avec les différentes broches, quelques considérations de tension, de courant, etc. qui rappellent des caractéristiques, donc là en l'occurrence c'est des caractéristiques maximum, il est capable par exemple de piloter des moteurs qui peuvent aller jusqu'à 36 volts. Donc on peut l'alimenter jusqu'à 36 volts. Et ensuite, un schéma qui nous dit quelle broche reçoit quel signal, etc. Encore des chiffres. Donc on va se servir de ça. Ce composant-là, sous une forme un peu plus imagée, il ressemble à ça. Vous voyez, ici, rectangle, ici, on a un pont H de ce côté-ci, et on en a un deuxième de l'autre côté. Et chaque pont H, ça va ressembler à tout ça. Donc, je vais en entourer qu'un seul. Une chose comme ça, c'est égal à tout ça. Vous voyez, c'est égal à ça, c'est égal à... Vous avez votre signal qui arrive, enable. Enable, il va dire oui ou non, j'autorise à faire fonctionner les petits transistors. Et ensuite, vous avez votre signal input 1 et input 2. Input 1 et input 2, dans notre pont H à nous, ça serait les signaux de l'Arduino qui pilotaient directement les transistors. Donc là, on a exactement pareil, input 1 et input 2 qui seraient là, et la seule différence, c'est qu'en plus, on a un signal enable qui inhibe ou non le passage du courant ici pour activer ou non les transistors. On est capable de couper en entier le fonctionnement du pont H, si vous voulez. Donc on a la même chose ici. Et après, vous voyez, notre signal, il va directement sur 2 transistors. Alors ici, c'est des bipolaires. Nous, on a utilisé des MOSFET, mais ça reste des transistors qui sont antagonistes. On a un transistor PNP en haut et un transistor NPN en bas, ce qui font qu'ils ont un comportement antagoniste. Et de l'autre côté, pareil. PNP en haut, NPN en bas. Nous, on avait un MOSFET canal P en haut et des MOSFET canal N en bas. Et au milieu, entre les broches output 1 et output 2, on retrouve notre moteur. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va partir là-dessus et on va aller brancher notre moteur sur un composant de type L293. Donc je vais créer un nouveau schéma. Hop, créer un nouveau circuit. Je vais prendre tout de suite une Arduino avec une petite plaquette. Et je vais aller chercher mon L293. L293. Le voici. Et je vais le placer sur ma breadboard. Alors vous voyez, tout premier cours, je vous disais, la breadboard au milieu, elle a une séparation physique pour les colonnes qui respecte un standard d'écartement. Et bien, c'est exactement pour ce genre de fonctionnement. Vous voyez, mon composant, je peux le mettre ici directement, et dans la vraie vie, ça serait pareil. On a un écartement qui est respecté pour que ça puisse pile poil se caler dans les trous de la breadboard. Et après, il suffit, on va suivre la documentation pour pouvoir relier les différentes broches. Donc tout d'abord, on va commencer par l'alimentation. Nous, on a un composant qui est à ce format-là. Merci pour le follow, iCock. iCock.
on a un composant qui a ce format-là. Soit au format SOIC, donc il est plus bas et avec des pattes qui sont plus courtes, et ça s'appelle monté en surface, c'est-à-dire qu'il va être soudé sur le dessus de la carte, ou alors en format DIP, c'est un composant traversant. Il faut faire des trous dans la carte électronique pour qu'il puisse passer à travers. Et bah, je te réponds juste à la fin. Je finis juste cette explication-là et je te réponds juste après. Donc là, ça sera au format DIP, donc qui traverse la carte. Nous, on a un composant qui est, qui est dans ce format-là sur notre carte de simulateur. Et donc maintenant, on va le brancher. Ici, il y a le résumé de toutes les broches. Donc vous voyez, il y a une encoche ici qui correspond à l'encoche qui est dessinée ici. Et sur notre schéma, c'est pareil, l'encoche, elle est là. Ce qui signifie que la broche 1, elle va être ici. Sur notre doc technique, la broche 1, c'est celle-ci, elle s'appelle Enable 1. Nous, on va commencer par alimenter, par mettre les broches d'alimentation. Avant que j'oublie, tu peux déjà avoir un début de réponse sur la toute première vidéo qui est sur la chaîne YouTube. Sur la chaîne YouTube, je mets toutes les vidéos en ligne, avec découpé en extrait, etc. Et donc sur la toute première, tu devrais voir, je parle justement de ce qu'on peut faire avec l'Arduino et ce genre de choses. Mais je t'en reparle juste après si tu veux. Notre L293, il a deux alimentations. Il a une alimentation pour le côté logique, donc pour les transistors, pour les activer ou non. Donc ça va être l'alimentation VSS, qui s'appelle Logic Supply Voltage. Donc celle-là, elle va nous servir à alimenter les transistors juste pour leur dire 0 ou 5 volts. Donc vous voyez, dans le schéma qui était ici, c'est ce qui va nous permettre de gérer ceci, cette partie-là. Donc là, ça va être VSS. On peut le relier au 5 volts. Donc, alimentation 1, on va le relier au 5 volts. Je vais le faire comme ceci. Parce que après, je vais avoir ma pile aussi à alimenter. Hop là. Donc ça va être un fil rouge. Et je vais déconnecter celui-là. Ensuite, on a VS, qui est l'alimentation supply. Celle-là, c'est celle qui va nous servir à alimenter les moteurs. C'est celle qui va amener la patate au moteur, donc qui va être plus importante. Ça va être le 9 volts de notre pile. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter le 9 volts. Ça ne marche pas. On va rajouter notre 9 volts. Elle est où? Elle est là. Avec une pile. Donc je vais faire comme tout à l'heure. Je vais la relier à la masse. Et à un rail d'alimentation positif. On va la mettre juste en rose et non pas en rouge pour pas confondre les deux alimentations. Et comme ici, ce rail-là il est relié à celui-là, on est bel et bien relié au niveau de la masse. On a bien une alimentation commune. Donc V supply voltage, ça va être sur la broche 8. La broche qui est ici. Donc celui-là, il va être relié ici. Ah, j'arrive pas à faire. Voilà. Hop, rose. Donc là, on a notre alimentation de puissance et notre alimentation de logique. Voilà. Maintenant, on va se concentrer sur notre pont H en lui-même. Le pont H, il est uniquement le premier pont H, il va être de ce côté-ci. On a le deuxième pont H qui est de ce côté-là. On n'en a pas besoin de deux, on n'a qu'un seul moteur, on va utiliser qu'un seul moteur, donc on va relier que ce morceau-là. Donc tout d'abord, il y a deux broches qui vont être à la masse, la broche 4 et 5. Donc on va les relier à la masse, 4 et 5. Hop. Juste enlever le schéma. Hop là. Donc 4 et 5. 1, 2, 3, 4. Ça va à la masse. Et ça va à la masse. Noir et noir. Voilà. Ensuite, on a la broche qui sert à activer ou pas le pont H. Pour l'instant, on va considérer qu'il est tout le temps activé. Donc, on va la mettre tout le temps à 1. Donc, pour la mettre tout le temps à 1, je la relie au 5 volts de mon rail d'alimentation. Donc là, il y aura toujours 5 volts sur la broche d'activation. Notre pont H sera tout le temps activé. Le pont qui est de l'autre côté, le deuxième pont, je vais le désactiver pour être sûr que s'il y a des perturbations, s'il y a du grésillement sur les broches ou quoi que ce soit, on n'a pas de consommation inutile. Donc Enable 2, je vais la mettre à la masse. Pour désactiver de manière certaine le deuxième pont H, et je vais en profiter pour aussi relier à la masse les deux broches d'alimentation de ce côté-ci. Noir et noir.
Ça peut toujours être bien pour les dissipations de chaleur, etc. De relier les masses à la masse. Enfin, il nous reste quoi? Il nous reste à relier le moteur. Donc le moteur il va être connecté entre output 1 et output 2 pour le premier branche. Et pour le deuxième, ça aurait été entre output 3 et 4. Donc on va faire ça entre la broche 3 et la broche 6. Donc on rajoute notre petit moteur. Et on va le relier entre la broche 3 et la broche 6. Celle-ci, sortie 2. Voilà. On va mettre en turquoise en bleu par exemple, pourquoi pas. Donc là, notre moteur il va être relié comme ceci. Et enfin, il ne reste plus qu'à relier les deux signaux, input 1 et input 2, qui vont servir à alimenter, à faire fonctionner soit la partie mettre en marche celui-là tout en éteignant celui-là, ou alors à mettre en marche celui-là tout en éteignant celui-là, ou inverse, ou comportement antagoniste. Donc on va faire ça. Input 1 par exemple, on va le relier dans la broche 10, par exemple, et input 2, on peut le relier sur la broche 9, comme ça on est sur les deux broches côte à côte. Ça change rien, on aurait pu le mettre sur d'autres broches, c'était pas un problème. Mais là comme ça regroupe mes fils. Est-ce que j'ai deux couleurs, orange et jaune par exemple? Input 1 et input 2. Il ne reste plus qu'à faire un bout de code pour pouvoir faire tourner notre moteur. Je vais juste déplacer un tout petit peu ça, comme ça, pour faire un peu de place. J'ai un petit bonhomme qui vient de se réveiller. Si vous voyez Pierre qui vient m'embêter. Comme ceci. Et voilà. Et là maintenant, il ne reste plus qu'à mettre les broches input dans le bon sens. Donc elles sont sur 9 et 10. Donc on va mettre broche 9 en sortie, broche 10 en sortie, et on n'a plus qu'à dire, si on veut une, comme tout à l'heure, exactement le même programme, broche 9 par exemple à l'état haut, et broche 10 par exemple à l'état bas. Là notre moteur, il va tourner dans un sens, à fond la caisse, aussi fort qu'il peut tourner avec 9 volts, et si on inverse les deux, notre moteur va tourner dans l'autre sens. Vous voyez, juste avant on était en positif, et maintenant on est en négatif. Donc là il tourne à fond la caisse. On ne peut pas aller moins vite, il est aussi fort qu'il peut avec 9 volts. Une dernière petite chose qu'on pourrait faire, ce serait de faire en sorte qu'il tourne moins vite. Alors pour ça, il va nous falloir utiliser une PWM. Et donc ce qu'on va faire, c'est que la broche qu'on a fait sur Enable, au lieu de la mettre tout le temps à 1, on va plus la mettre tout le temps à 1, mais on va la mettre sur une PWM. On va la mettre sur une PWM, et donc du coup, en faisant varier la quantité d'état haut par rapport à la quantité d'état bas, grâce à la PWM, donc ce qu'on a vu il y a 2 semaines, on va pouvoir faire fonctionner plus ou moins vite notre moteur. Vous voyez, juste avant j'étais à 16 000 tours, et là maintenant je suis plus qu'à 4 000 tours. Je suis à 4 fois moins. Et là je suis à 25%, 64 sur 255. Si je mettais 128, je tournerais 2 fois plus vite, puisque je serais à 50% du temps à l'état haut par rapport à l'état bas. Et je pourrais carrément mettre 255 pour tourner tout le temps à fond et être à 16 000 tours. Une petite seconde. Il faut occuper les enfants. Et donc voilà, notre moteur est capable de tourner dans les deux sens, et en modulant la PWM, la quantité d'état haut par rapport à la quantité d'état bas, on peut tourner plus ou moins vite, selon ce que l'on a besoin.
On aurait carrément pu faire ça aussi, tout simplement, en ajoutant un petit potentiomètre. On aime bien ça, rajouter des potentiomètres. Alors, un petit potentiomètre, je vais le mettre par ici. Comme d'habitude, à la masse d'un côté, au plus 5 volts de l'autre, et ensuite le signal noir, rouge, et par exemple ici. On zoome un petit peu. Red. Et là, ce qu'on peut faire, c'est... Alors je vais faire en plus en pas si vite. On va prendre la mesure, donc stocker sur un int analog read de A0, sur A0. Et cette mesure, on va la mettre, on va la donner à manger à notre analog write, divisé par 4, parce que je vous rappelle que analog read envoie une information entre 0 et 1023, alors que analog write envoie une information entre 0 et 255. Donc on divise par 4 pour rester dans le bon intervalle. Et maintenant, on aura ici la définition du sens de rotation de notre moteur, et ici la vitesse de votre moteur qui va évoluer. Donc là par exemple, si j'augmente un petit peu notre moteur, il commence à tourner doucement, et plus j'augmente, plus il va tourner vite. Vous voyez? Et ça marche pas mal. On pourrait carrément rajouter un petit bouton, et si le bouton est appuyé, on change le sens de rotation du moteur, s'il est relâché, on va dans un sens, s'il est appuyé, on va dans l'autre, etc. Et un autre potard, et un potard qui nous sert à définir la vitesse à laquelle le moteur va tourner. Donc vous voyez ici, on n'a rien eu besoin de faire, tous les transistors étaient déjà intégrés. Le fait que ce soit un L293D signifie qu'il y a les diodes aussi qui sont intégrées à l'intérieur, donc les diodes de roue libre, on n'a pas besoin de les rajouter, elles sont déjà présentes elles-mêmes dans le composant, donc ça fait ça de moins à faire, ça de moins à acheter et ça de moins à préparer. Et il y a tout qui fonctionne de manière intégrée. On a juste besoin de ramener les fils, et par rapport à tout à l'heure, on n'a pas besoin de mettre nos 4 transistors et s'embêter à câbler les transistors comme il faut, etc., etc. Tout est déjà super intégré dans notre composant. Et donc ça rend les choses plus faciles. Et à côté, on aura pu mettre un deuxième moteur et le piloter grâce à l'autre côté, grâce à l'autre moitié du pont H, au deuxième pont H, pardon, qui était aussi sur la carte. Donc c'est plutôt pas mal. Je suis désolé, comme tous les mercredis, je vais pas pouvoir m'épancher trop longtemps. On a été beaucoup plus vite que hier soir, mais parce que j'avais révisé, parce que j'avais appris grâce à hier soir. La semaine prochaine, on parlera des écrans alphanumériques. Les écrans alphanumériques, ce sont des petits écrans sur lesquels on peut afficher des caractères ou des chiffres. Donc c'est celui qu'on voit par exemple au tout début du cours, quand il y a l'écran patienter, j'arrive bientôt. Et bien c'est un écran alphanumérique. On verra comment fonctionne une communication parallèle, puisque ces écrans en général fonctionnent via une communication parallèle. Et on verra une librairie, comme pour l'objet cerveau, comme pour la librairie cerveau, on verra la librairie qui s'appelle Liquid Crystal, qui nous permet de piloter ces petits écrans-là, sans nous fatiguer, sans avoir besoin de faire trop de code trop compliqué, et donc de rendre les choses plus simples et le développement plus rapide. Après ça, ce sera le dernier cours de l'année, ce sera le cours sur les capteurs, donc qui sera dans 2 semaines. Et quand on aura vu le cours sur les capteurs, on aura vu la majeure partie de tout ce que je vais vous montrer, que vous pouvez retrouver comme d'habitude au format écrit sur le blog. Et ça sera déjà pas mal, on aura vu déjà énormément de choses. Donc la semaine prochaine, petite pause avec l'écran alphanumérique, ça va être beaucoup plus simple que la partie sur les moteurs. Il y aura moins de choses à voir, ça va être intéressant mais moins compliqué. Et après, on rattaquera de l'électronique avec les capteurs pour finir en beauté. Et on verra ensuite en janvier ce qu'on fait, si on continue, si on voit encore d'autres choses toutes plus passionnantes les unes que les autres, ou si on redémarre une nouvelle session depuis le début, ou je sais pas encore. Je sais pas, je suppose qu'il n'y a plus qu'un seul, c'est pas Jeff Dash. Si c'est plus simple, on ramène des chips. Ramène des popcorn, tant qu'à faire, ouais. Alors comme d'habitude, mardi soir à 21h pour la première version du cours, et mercredi pour cette version-là à 15h, si vous voulez voir l'une ou l'autre des deux. C'est vous qui voyez. Ou les deux, comme Jeff ici présent, qui a envie d'y croire, qui voulait bien être sûr de le comprendre. Jeff, ça a été plus simple aujourd'hui, c'était mieux, non? Par rapport à hier soir. Je l'ai rebossé, et puis du coup ça m'a fait réviser un petit peu hier soir. Je suis désolé pour ceux qui étaient là hier soir, du coup. C'était un petit peu plus brouillon, on va dire. Il faut dire qu'aujourd'hui c'était beaucoup d'électronique, d'ailleurs ouais, plus fluide. Aujourd'hui c'était beaucoup d'électronique, et les transistors c'est vraiment pas un domaine que je maîtrise de trop. Et moi je suis pas électronicien, je suis informaticien, donc l'électronique des fois c'est pas toujours ma tasse de thé. Toujours est-il que voilà, on a vu l'ensemble des moteurs, les servomoteurs, les moteurs à courant continu. Il existe un dernier type de moteur qui s'appelle les moteurs à pas,
mais je ne le ferai pas dans le cadre de ce cours parce que ils sont assez complexes. Donc je vous invite à aller voir sur le blog si ça vous intéresse, si vous voulez les voir. Donc pour ceux qui, si vous êtes sur YouTube, et vous le saurez, allez voir dans la description, il y a tous les liens. Pour le Discord si vous voulez de l'entraide, pour le blog pour voir toute la version écrite, et mon Twitter, etc. etc. Que dire de plus? Je crois que j'ai fait le tour. C'est parfait. Je voulais dire quelque chose, mais j'ai oublié. Peu importe. Rendez-vous mardi, la semaine prochaine, 21h, mercredi 15h, sur le Discord quand vous voulez, si vous avez des questions, si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin d'informations supplémentaires, si vous voulez juste discuter avec d'autres gens qui sont intéressés. Il y avait une question tout à l'heure dans le chat sur ce qu'on peut faire avec une Arduino, j'ai l'impression que la personne n'est plus là. Mais pour répondre, c'est un peu l'imagination est la seule limite. Il y a des gens qui s'amusent à faire du modélisme, il y a des gens qui s'amusent à faire des montages pour que leur poule, la porte du poulailler se ferme à la bonne heure. Moi j'ai aidé mon papa à câbler sa maison pour qu'il puisse allumer la lumière, ouvrir son garage ou son portail depuis son téléphone grâce à une carte Arduino. Donc il y a une carte Arduino qui pilote le portail, la lumière, etc. Et depuis son téléphone, il envoie des ordres directement à l'Arduino qui est relié à Internet. Donc il y a vraiment moyen de faire énormément de choses. Après c'est juste qu'il faut réussir à accumuler les compétences nécessaires, que ce soit électronique ou informatique, et pouvoir mettre en place les choses. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Ça dépend un peu de chacun. Il a développé une application du coup. Il y a un truc qui s'appelle App Inventor. App Inventor. Qui permet de développer des applications sous forme de blocs. Un peu comme là, d'ailleurs sur le simulateur il y a ça aussi. Il y a un fonctionnement sous forme de blocs ou de code. Et bien là c'est pareil, App Inventor. En plaçant. J'arrive. En mettant des blocs, mon enfant m'appelle. En mettant des blocs, on peut coder une application assez simplement. Et ensuite la télécharger dans le téléphone. Et donc grâce à, du coup avec son téléphone, il peut piloter les différentes choses. Alors ça demandait un peu plus de travail que ça, je l'ai un petit peu aidé quand même. Mais ça permet de faire des trucs assez sympas quand même. Donc voilà. Vraiment l'imagination limite pas mal les choses. Il y a des gens qui s'amusent à superviser leur consommation électrique, par exemple. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. On peut faire énormément de choses à faire. Mais pour aujourd'hui, on s'arrêtera sur ça. Les moteurs, et la semaine prochaine, rendez-vous mardi soir 21h, mercredi 15h, pour voir l'écran alphanumérique et voir comment afficher des informations sur un petit écran pour voir des trucs toujours plus poussés. Du coup, je vous dis une bonne fin de semaine et à la semaine prochaine. Salut, salut!